bien, j'ai prévu de vous montrer, de vous parler d'une expérience qui s'appelle BPM que je vais présenter. Mais j'ai pas prévu de dérouler mon speech pendant 45 minutes sans aucune interaction. Donc j'espère que ça va rebondir, que vous poserez les questions au fur et à mesure et que vous intervenez. Comme ça, je peux orienter aussi ce que je raconte, puisque vous verrez que mes slides sont très frugales. L'idée, c'est de pouvoir vous raconter ce qui vous intéresse au fur et à mesure de cette expérience. Et donc, effectivement, je vais parler d'une expérience qu'on a faite toute l'année dernière avec un capteur abusivement neuronal, disons, parce que c'est évidemment pas directement sur les neurones, dans le cadre de la musique électronique, vraiment dance floor. Et on va commencer comme ça. Voilà, alors ça c'est le teaser de fin du projet, on va dire. C'est là où on est arrivé au bout du projet, mais il y a eu plein d'étapes là-dessus. Vous avez repéré peut-être en gros le logo The Absolute Company Creation, dont je vais parler parce que c'était eux qui sont à l'origine du projet. Vous avez peut-être reconnu, selon si c'est votre style de musique ou pas, l'artiste électronique Molecule, qui est au centre de ce projet, musicalement, artistiquement. Et vous avez aperçu au fil des images et à la fin qu'il présente un petit capteur, que j'ai d'ailleurs, excusez-moi, je vais bouger quand même une fois, que j'ai oublié de prendre, mais qui est là, voilà. Une petite interface qui se met sur le crâne et dont je vais parler aussi, qui est ici. Voilà. Donc, je vais raconter un peu qui sont tous les membres, tous les partenaires de ce projet-là, comment le projet est arrivé, comment ça s'est déroulé, et évidemment avec des objectifs assez clairement définis initialement, qui étaient de faire une performance live sur scène, de type électro, dans des concerts et des festivals marqués électro et pas du tout ou pas spécialement expérimental. Donc ça veut dire en termes de qualité de prestation et de robustesse du système qu'on a peu droit à l'erreur, qu'il faut que ça roule rapidement. Il y a des questions de montage de plateau extrêmement rapides, voire à 2 heures du matin, puisqu'on est dans un festival électro. Et donc ça a tout un impact sur comment on conçoit le projet. Je vais commencer par parler un tout petit peu, même si je ne suis pas spécialement leur ambassadeur, de The Absolute Company Creation. Alors, Absolute Vodka, les seuls distributeurs en France de Absolute Vodka, c'est Pernod Ricard. C'est donc un projet conjoint Pernod Ricard Absolute Vodka. Et en fait, Absolute, en France, pour cause de loi E20, n'a pas le droit, évidemment, comme tous les vendeurs d'alcool, de faire de la pub directement pour les alcools. Donc, il y a des contournements. Certains contournements, vous les avez vus peut-être dans le métro, c'est de parler du barman, de la barmaid qui fait le cocktail au lieu de parler de l'alcool lui-même, etc. etc. Havana Club, par exemple, hein, c'est eux aussi. Et une autre manière de faire, c'est de faire des événements. Faire des événements soit musicaux, artistiques de manière générale, ou d'entreprise, ou un tas de choses dont ils peuvent se valoriser de l'organisation de cet événement et évidemment mettre leur logo un peu partout, vous l'avez vu dans la vidéo. En fait, initialement, donc ça fait depuis 2015 à peu près que The Absolute Company Creation existe. Ils ont fait plusieurs opérations artistiques sur la scène musicale. Le placement d'Absolute est vraiment un placement électro. Alors, il faut savoir que, pareil, entre les marques de Pernod Ricard, ils ne se placent pas tout à fait pareil sur les mêmes
styles musicaux et c'est volontaire. Donc le placement d'Absolute, c'est la scène électro. Et ils ont un aspect, une volonté d'être très technophile, avec beaucoup de scénographie lumineuse, de LED, d'installations visuelles qui envoient pas mal ouais, dans les yeux, qui sont assez clinquantes et chouettes, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Et ils ont commencé en 2015, comme me le rappelait Béatrice, avec une installation de Tardy, c'est quoi son prénom? Romain Tardy, qui était autour d'un DJ. Et puis par la suite, je crois que c'était 2018, ils ont fait une installation avec le collectif Scale, qui était à base de LED interactif aussi pour un concert. Et donc tout ça, leur fond de travail, c'est de dire on essaye de faire des valorisations, des mises en scène de groupes, de musique, de DJ, qui va aller un peu plus loin que ce qu'aurait fait le musicien tout seul, qui va pousser un peu les frontières à la fois de la musique éventuellement, de la technologie utilisée, de la mise en scène, de la scénographie, etc. Et je dois dire, pour avoir du coup travaillé avec eux, qu'il y a une vraie écoute du côté de l'artiste et du côté de la technique et du côté des envies des gens qui font le projet. C'est pas aussi contraint que ce qu'on pourrait penser quand on parle de sponsor. C'est assez libre et assez flexible au fur et à mesure du cheminement du projet. Par contre, l'objectif reste absolument clair, qui est de pouvoir avoir un spectacle, un show qui puisse tourner, qui puisse jouer sur plusieurs scènes, qui puisse se monter rapidement, qui puisse être un show entre guillemets comme un autre sur cette scène-là. Donc ça a un impact évidemment sur toutes les parties technologiques. Autour de Baptiste, donc, qui était le chef du projet, je vais retrouver son nom, là il m'échappe tout de suite, mais je vais retrouver ça. En fait, Baptiste a essayé de chercher un capteur un peu original, quelque chose qui tourne autour des neurosciences, autour de la captation du cerveau, soit des émotions, soit d'autres informations. Il avait cette idée, cette envie d'associer l'électro avec quelque chose de cérébral ou neuronal. Et il est tombé sur une startup qui s'appelle NextMind qui fabrique ce capteur-là, dont je vais vous parler juste après. Et il s'est dit, mais c'est ça, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et maintenant, il faut que je trouve un artiste. Et donc, je vais aussi, il est allé chercher Molécule, dont je vais vous parler aussi un petit peu. Et bah, allons-y. Donc, NextMind, oui, ils les ont fait se rencontrer, du coup, Molécule et NextMind. Donc, NextMind, c'est une start-up parisienne qui a été fondée il y a quelques années maintenant, ça doit faire 4 ans, 3 ans, et qui s'est fondée autour d'une technologie de captation des ondes cérébrales correspondant à la vue, en fait. Donc c'est l'arrière de votre crâne, là. La bosse que vous avez à l'arrière de votre crâne, en fait, ça correspond dans votre cerveau au cortex visuel. Et donc, on est capable en tout cas, ils sont capables de relier un certain nombre de paramètres. Donc, vous voyez sur ce petit capteur, là, vous voyez le dos du capteur, mais ce qu'il y a contre votre crâne, c'est ça. Et il y a des petites électrodes là qui viennent capter ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Et à partir de cette activité électrique, avec une technologie évidemment brevetée, donc je ne connais pas le cœur, je connais quelques détails, mais je ne connais pas exactement le fond, sont capables de détecter où est-ce que vous regardez. Alors, avec un certain nombre de contraintes, notamment où est-ce que vous regardez, à condition que vous regardez des cibles qu'ils ont soigneusement designées pour activer un certain nombre de signaux spécifiques qu'ils vont pouvoir reconnaître. Donc, ils ont fondé la startup autour de ce capteur-là. En fait, je n'ai pas tout l'historique de NextMind, mais ce capteur-là est le résultat de leur levée de fonds. Ils ont pu développer ce SDK qui est vendu maintenant, qui est vendu principalement dans la communauté du jeu vidéo, en fait. C'est un peu la cible principale, c'est
des personnes qui font du jeu vidéo, surtout en VR en fait. Parce que en VR, évidemment, on a un casque de réalité virtuelle sur la tête, donc on ne voit pas ses mains. Ce qui veut dire que pour interagir avec les objets dans le monde virtuel, ben, soit vous avez une manette que vous ne lâchez jamais parce que sinon vous ne la retrouvez pas, soit vous interagissez autrement. Et donc, eux, ils ont fait le pari, on interagit autrement. Et donc, ils ont inventé ce capteur. Ils l'ont commercialisé avec une partie logicielle, un SDK logiciel, qui est pour l'environnement de programmation de jeux vidéo qui s'appelle Unity, qui est vraiment un gros monstre maintenant du jeu vidéo. Et, et l'idée n'était pas du tout de faire de la musique. En fait, ils ont dans leur panoplie de démonstration un petit truc musical où il s'agit d'activer deux cibles, et puis quand vous activez une cible, ça fait de la batterie, quand vous activez une autre cible, ça fait de la guitare. Mais c'était accessoire, c'était une démo parmi plein d'autres. Et donc du coup, Absolute est venu les voir avec ça en disant, bah nous, on est intéressé par ça, mais on aimerait vraiment en faire quelque chose de pousser beaucoup plus loin côté musical. Est-ce que ça vous branche? Est-ce que vous avez envie de faire ça? Je continue un tout petit peu, je vais essayer de suivre un poil mes slides quand même. Donc j'ai parlé d'électroencéphalogramme. Je sais, mais je ne sais pas exactement les détails techniques, qu'à l'intérieur, il y a aussi du réseau de neurones. En tout cas, il y a eu des entraînements de réseau de neurones pour être capable de reconnaître les signaux. Et il y a une phase très importante qui est la calibration. Je reviendrai aussi là-dessus parce que ça donne une vraie contrainte technique à la montée sur scène. Il y a une calibration à faire quand vous mettez le casque pour que ça marche bien. Parce qu'il y a un certain nombre de modèles, je crois 5 ou 6, qui sont intégrés. Et il faut choisir quel modèle va être bien adapté à vous, à votre vision, à votre cerveau. Du coup, cette calibration, elle pose des problèmes pour le show, pour la scène. J'y reviendrai plus tard. En tout cas, du coup, Absolute est venu voir Nextmind en disant on voudrait pousser plus loin et on vous propose de rencontrer Molécule, artiste électro, Romain Delahaye de son prénom, de son nom, qui est un artiste électro qui a un vrai goût pour aller pousser des limites. Alors, c'est pas toujours les limites de la technologie. Notamment, il s'est pas fait connaître comme ça. Il s'est fait connaître parce qu'il est allé enregistrer des sons incroyables dans le Grand Nord ou au milieu de l'océan Atlantique et qu'il a utilisé ensuite dans ses albums. Des nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec lui, en fait, il aime bien ce défi de la nature, de se sentir être un endroit où il se sent tout petit par rapport à la nature et c'est créatif pour lui d'être dans cet environnement assez hostile. Il est allé dans le Grand Nord, il est allé au milieu de l'Atlantique, il est allé s'enfermer dans un phare au fin fond de la Bretagne, tout seul, qui était phare soi-disant hanté d'ailleurs, pour être dans un espèce d'environnement stimulant pour lui créativement. Mais il a quand même un vrai goût pour les techniques sonores, puisque tous ces enregistrements, il l'a fait en field recording avec des qualités d'enregistrement éventuellement multicanal, etc. Il a fait un concert avec, de mémoire, Hervé Desjardins, qui est un ingé son de Radio France, qui est un concert qu'ils ont fait dans le noir, intégralement spatialisé, où ils étaient effectivement deux, Romain qui faisait Molécule, qui faisait la musique, et Hervé Desjardins qui spatialisait l'ensemble. Donc il a quand même ce goût, cet appétit pour aller chercher des techniques, des technologies, des manières de faire la musique qui poussent un peu le cadre du festival électro ou de la scène électro. Et je pense que ce qui l'a intéressé dans enfin, je sais que ce qui l'a intéressé dans cette aventure BPM, c'était aussi ça, de dire ok, j'aimerais bien aller palper un peu les émotions, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en train de jouer, comment ça réagit, quelle est l'interaction avec ça, et d'aller pousser un peu ce mystère-là, aller chercher un peu ce mystère-là de ok, je prends le risque d'aller voir, j'ai envie de plus forcément toucher toutes mes machines avec des boutons et des potentiomètres, mais d'aller chercher autre chose, quoi, une autre interaction avec sa musique.
Romain lui-même, donc Molécule, est venu me chercher parce qu'il s'est assez rapidement rendu compte que il y a tout un aspect technologique qui lui-même est évidemment pas capable de programmer, que la discussion avec NextMind, soit elle reste vraiment à l'échelle au niveau RP, marketing, et donc on peut pas aller pousser les frontières de leur capteur, soit il faut quelqu'un qui puisse précisément aller discuter scientifiquement, techniquement avec les équipes techniques de NextMind pour dire oui, mais alors là, le signal que vous envoyez, est-ce qu'on peut faire ci ou ça avec, comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez nous en envoyer plus, moins, quelles sont les contraintes, etc. Et donc il est venu me chercher parce que moi je me présente rapidement, j'ai effectivement un passé à l'IRCAM sous deux aspects. J'ai fait 5 ans de recherche là-bas sur un système d'improvisation avec ordinateur. À base, alors à l'époque on appelait ça intelligence artificielle, maintenant ça s'appellerait apprentissage, parce que l'intelligence artificielle c'est des réseaux de neurones à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais en tout cas, un système un peu malin qui est capable de jouer avec un musicien et dont le test numéro un, c'est on va en studio, on joue, on improvise et on voit ce qui se passe. Et si musicalement il y a des choses intéressantes qui sortent, et ben, c'est qu'on a gagné notre pari. Si visiblement le musicien s'ennuie, et ben, on est à côté de la plaque. Donc c'est vraiment ce cœur d'expérimentation et de jouer la musique qui m'intéresse. Je suis passé aussi dans un certain nombre j'ai travaillé pour un certain nombre de petites boîtes petites ou moins petites boîtes de technologie audio, dont au moins une qui est représentée sur ce salon, puisque je bosse aussi à l'heure actuelle pour Amadeus. J'ai bossé pour des gens qui font maintenant surtout du jeu vidéo, justement sous le nom Novelab, mais qui s'appelle aussi Audio Gaming et qui font des plugins pour le cinéma et le jeu vidéo. Et aussi pour, peut-être qu'ils sont sur le salon d'ailleurs, Trinov Audio, qui fait de la correction acoustique. Bon, voilà. Et donc j'avais cette casquette, ces deux casquettes de pouvoir faire la recherche, mais aussi pouvoir intégrer les choses dans un j'allais dire produit, c'est même pas produit, mais une réalisation musicale, un spectacle fini, construit, qui marche. Ce que j'ai fait aussi d'ailleurs 5 ans à l'IRCAM pour des compositeurs contemporains. Et j'avais envie d'ouvrir un peu mes oreilles aussi, d'aller piocher dans d'autres musiques. C'est pour ça que je me suis retrouvé aussi dans ce projet avec beaucoup d'envie. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est exactement ça, ce dialogue-là, moi je parle souvent de traduction entre le discours musical de Molécule, qu'est-ce qu'il aimerait musicalement, comment il a envie de jouer, comment il a envie de réaliser sa musique, qu'est-ce qui est important pour lui musicalement, et comment on le fait avec ces technologies. En l'occurrence celle de NextMind là, mais intégrée à toutes celles qu'il utilise aussi. Et du coup, c'était tout à fait dans mes cordes. La seule différence enfin une grosse différence par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est la contrainte du show qui ne peut pas foirer, si je puis dire. C'est-à-dire que sur un festival électro avec 2000 personnes en face, on peut pas dire attendez, il faut que je redémarre la machine. Ça marche pas. Donc il y a une qualité à atteindre qui est assez haute, qui limite aussi les technologies. On ne peut pas forcément être sur des technologies peut-être plus malines, mais moins robustes. Donc il y avait tout cet échange à faire. C'est exactement aussi ce que raconte, enfin, ce qui est intéressant dans Art et Technologie, la rubrique. Et donc mon rôle là-dedans est le plus gros du boulot. Là-dedans, c'était ça, c'était aller voir NextMind et leur dire c'est super votre truc, mais pour l'instant, en fait, c'est quasiment du on-off. C'est quasiment juste je valide une cible et si je regarde là, ça fait oui. Si je regarde pas là, ça fait non. Et on peut avoir jusqu'à 10 cibles sur l'écran, mais c'est pas énorme. Et puis, tel que dans le milieu de la musique, ça fait quand même juste un petit peu troisième main finalement, c'est-à-dire quelque chose qui permet de contrôler à la place d'avoir un bouton en plus, mais peut-être on pourrait le faire avec un bouton. Donc il a fallu aller chatouiller un peu NextMind et leur faire comprendre que s'il y a l'enjeu qui est intéressant là-dedans, c'est d'aller plus loin que juste on-off.
et de négocier avec eux, hein, c'est même vraiment une négociation, pour qu'ils nous donnent plus d'informations que ça. Ils en ont évidemment, c'est juste qu'ils ne l'ont pas forcément fait remonter à l'utilisateur. Et donc on a réussi à obtenir un certain nombre de flux continus de données qui ont une incidence, qui correspondent un peu à ce que perçoit le capteur. Et d'extraire un peu, comme disait Béatrice précédemment, ok, la donnée c'est bien, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben, il faut regarder comment ça varie, faire du scaling, faire des moyennes, faire des astuces un peu sioux pour extraire une information qui est intéressante là-dedans. Et c'est pour ça que je parle de détournement là, sur l'image, parce qu'il y a vraiment ce côté-là, on est allé chercher un produit qui était volontairement fini pour qu'il y ait la robustesse, et on l'a volontairement mis en difficulté, parce que c'était pas prévu qu'il nous donne toutes ces informations, parce que le temps de la calibration, il a fallu le compresser, il a fallu demander à Nextmind, oui mais cette calibration, alors si on l'a fait 1 heure avant, qu'est-ce qui se passe? Parce que est-ce qu'on est obligé de le faire en montant sur scène? Qu'est-ce qui se passe si on le fait 1 heure avant? Etc. etc. Donc on avait ces enjeux-là de dialogue avec Molécule, qui lui dit ben c'est super, mais moi j'adore l'analogique, donc j'ai envie de faire de ce truc-là. Si c'est juste pour interagir avec ma grosse session Ableton Live, ben c'est dommage. J'ai envie d'aller plus loin que ça. Donc on a imaginé finalement quelque chose qui soit de l'ordre de l'instrument. On a construit un instrument autour de cette chose-là, qui vient compléter sa panoplie d'instruments dont il a l'habitude, plutôt que de dire c'est juste un contrôle supplémentaire. Donc ça amène aussi de la scénographie, dont je vais parler un peu plus tard. Ça amène aussi une intégration particulière pour que visuellement ça fasse sens. Ça amène aussi de la médiation, dont je vais parler plus tard, parce que qu'est-ce qu'on perçoit finalement? On s'est posé la question dès le départ, mais on a été assez surpris même au fur et à mesure des différents concerts. Qu'est-ce que le public perçoit? Est-ce qu'il perçoit quelque chose? Est-ce qu'il perçoit rien du tout? Qu'est-ce qu'il comprend de cette expérience-là? Et c'était important pour nous de savoir ça et de faire en sorte que ce soit pas juste anecdotique, mais d'un autre côté, c'était aussi important que ce soit pas une démonstration de technologie, ce soit vraiment un concert. Donc il y a ce juste équilibre à trouver. Le but, c'est ce que je marque en dernier, le but c'était vraiment de faire de la musique. C'était avoir un concert qui tient la route et qui, il se trouve, utilise cette chose-là et l'utilise de manière maligne. Est-ce que vous avez des questions d'ici là? Je vais ouvrir directement parce que comme ça, parce que pour l'instant, j'ai pas eu d'interruption. Des questions, des remarques, des discussions déjà sur tout ce que j'ai raconté? Rien du tout? J'ai été parfaitement clair du début à la fin. On va dire ça. Je continue du coup. Comment on a fait ça? Alors, il y a eu une première rencontre où je n'étais pas, entre Molecule et Nextmind, où par l'entremise de The Absolute Company Creation, où Molecule est venu dans les locaux de Nextmind, tester leur technologie, voir ce qu'ils avaient en stock, voir comment ça fonctionnait, est-ce que ça fonctionnait bien pour lui ou pas, et un peu tâter le terrain de savoir est-ce que ça pourrait le faire ou pas. C'est des premiers tests. Des premiers tests où Molecule, pour ne rien vous cacher, a été un peu dubitatif au départ. Il était un peu hésitant parce que bah ok c'est super, mais la démo où ça démarre juste le kick ou bien ça démarre juste la guitare, musicalement c'est pas trop sa tasse de thé, c'est un peu accessoire, c'est un peu gadget, ça fait vraiment démo quoi. Mais en discutant avec Absolute et avec Molecule, ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir un terrain quand même intéressant pour aller grappiller, aller chercher des données et une interaction un peu plus fine que ça. Et donc c'est la deuxième partie où il est venu me chercher pour ça, d'aller vraiment prendre le capteur, le tourner sous toutes les coutures, aller regarder ce qu'il a dans le ventre, demander à Nextmind, ok, mais alors ça vient d'où? C'est calculé comment? Comment on fait? Est-ce qu'on peut avoir ces données-là? Et donc, alors par exemple, c'était impossible parce que cette chose-là, ça marche en Bluetooth évidemment. Et en Bluetooth, c'est mission impossible de streamer des données d'électroencéphalogramme brut. On peut, mais ce sera
inexploitable pour des raisons de fréquence de données. C'est-à-dire que des stats là-dessus, c'est tellement basse fréquence le Bluetooth que c'est pas possible. Si vous voulez faire ça, il faut le faire sur du Wi-Fi. Mais ça, pour NextMind, c'était hors de question. Leur SDK, il est commercialisé, donc ils vont pas changer la technologie juste pour nous. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les électroencéphalogrammes. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait des électroencéphalogrammes bruts? On n'était pas une équipe de recherche. Il y a moult équipes de recherche dans divers labos de scientifiques du monde, à commencer par l'IRCAM, mais aussi en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, qui bossent sur comment extraire quelque chose de pertinent dans les encéphalogrammes. Et c'est pas encore au niveau assez robuste pour savoir, ne serait-ce que par exemple détecter une émotion. Dire voilà, on perçoit ça dans l'électroencéphalogramme, donc c'est que la personne est triste. On n'est pas du tout à ce niveau de détail-là. Et non seulement on n'est pas à ce niveau de détail-là, mais en plus, pour atteindre dans ce genre de recherche, notamment sur les émotions, la première hypothèse, c'est ok, donc il y a entre 4 et 6 émotions primaires principales. Oh, ok, donc ça c'est déjà une hypothèse qui est extrêmement forte, parce que si on n'a que 6 catégories, et qu'on veut contrôler finement un instrument avec 6 catégories, bon, bah, c'est pas gagné. Donc voilà, donc l'électroencéphalogramme, c'était pas possible. Par contre, ils avaient des données de pertinence, une sorte de mesure de pertinence de chacun des capteurs qu'on a pu exploiter, où ils savaient pour chaque capteur, ok, là, il a effectivement une certaine qualité de signal et robustesse dans les données qu'il obtient, qui est une info qu'on a pu avoir. Il y avait aussi l'info donc de calibration, j'en ai parlé, qui donne une espèce de cadre général de comment va pouvoir se passer l'interaction. Donc ça, c'était toutes les explorations qu'on a faites en faisant vraiment du va-et-vient avec, entre Molecule et NextMind. Ensuite, on a construit un prototype assez simple, si je puis dire, c'est-à-dire, en gros, ce capteur, tout le traitement de données qu'on a pu inventer au cours de la phase d'exploration et une session live assez minimale de molécules pour qu'ils puissent jouer un peu avec ça, qu'on commençait à construire des instruments, ou un ou plusieurs instruments, et jouer avec pour affiner l'interaction et voir qu'est-ce qui se passe pas, est-ce qu'il arrive à jouer, est-ce que c'est contrôlable ou est-ce que c'est pas du tout contrôlable. Ça pourrait être aussi totalement aléatoire, ce qui n'était pas souhaité. Il y a des musiciens qui pourraient l'envisager, d'avoir quelque chose qui est toujours absolument différent. C'était pas le cas de Molecule, ils voulaient un contrôle assez fin. Donc on a construit ce prototype, et on a fait tester ce prototype, dans un studio à Paris, et on l'a fait tester à une autre personne de la scène électro qui s'appelle Pedro Winter, pour avoir aussi un deuxième retour, un regard extérieur au milieu du projet, pour nous dire, ben oui, ça a l'air d'être une direction intéressante, à mon goût en tout cas, ça n'engage que lui, mais c'est important, je pense, quand on mène ce projet, d'avoir au fil des étapes un peu des indices de gens qui n'ont pas le nez dans le projet, pour voir si on fait pas fausse route, tout simplement. Et donc on a fait ce prototype, on l'a fait tester, c'était plutôt prometteur. Il y a eu évidemment des cafouillages en studio, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais on a pu quand même avoir des interactions qui étaient pertinentes, qui étaient musicales et qui marchaient. Donc on était assez content au final de ces jours de test. J'allais dire grandeur nature, non, c'est pas grandeur nature du tout, mais au moins réel. Et ensuite, il faut l'intégrer. Et l'intégrer pour la scène et pour les performances. Donc là, il se pose beaucoup de questions, ok, là comme vous voyez sur l'image, pour l'instant on en est à un capteur sur le crâne de Molecule et un écran en face de lui. Ok, un écran en face de lui, sur scène, c'est pas forcément ce qu'on veut, notamment Molecule aime pas montrer. Il a aussi beaucoup d'instruments analogiques et il préfère avoir un ordi caché dans un coin et de montrer les instruments analogiques plutôt que d'être tout seul derrière son écran. C'est pas du tout son trip. Du coup, il y a une question de scénographie qui se pose. Il y a une question ça fait un instrument de plus et le centre de l'instrument, c'est un écran. Si on veut pas montrer les écrans, comment on fait ? Ça fait aussi quelque chose où il a les mains libres,
mais avec le mauvais côté des mains libres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des mains? Est-ce que c'est un moment où du coup il peut avoir l'écran et manipuler autre chose? Est-ce que c'est un moment particulier où il est juste en train d'être face à l'écran et d'interagir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ça raconte aussi scéniquement? En l'occurrence, une autre problématique qu'on n'avait pas du tout imaginée, c'est que pour faire marcher proprement ce capteur, il faut une sacrée concentration. Du coup, faire autre chose en même temps ou avoir des stroboscopes dans la tête, c'est compliqué. Les stroboscopes, on a réussi Molécule a réussi à acquérir une expérience pour se concentrer quand même sur l'écran malgré les lumières dans tous les sens. Mais typiquement, manipuler autre chose, ça vient perturber. Donc, c'est pas forcément souhaitable. Donc, il a fallu recentrer sur cette interaction-là. Je crois que j'ai ça dans le... Voilà. J'explique un peu tout ça. Donc il y a cette question de jouabilité, comment on fait pour jouer. Donc il faut être relativement concentré, il faut être debout ou assis, c'est pas un problème, mais il faut se concentrer sur des cibles visuelles, donc ça veut dire que le regard est mobilisé. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, mais ça nécessite un regard particulier en fait. C'est un regard un peu blanc, c'est un peu bizarre comme expression, mais un regard un peu vague, où on concentre sur quelque chose, mais on n'est pas en train de scruter cette chose. On se laisse imprégner par l'image. Pour que ça, les meilleurs résultats, c'est dans ces conditions de regard-là. Donc il y a un peu une mise en condition à faire pour que ça marche. Et une interface à construire qui soit la plus discrète possible en situation de live. La scénographie, on l'a tourné, donc je vous ai dit, finalement, on a voulu construire vraiment un instrument. Donc, à droite, là, sur l'image, vous voyez le set, on va dire, habituel de molécules, encastré dans une belle console, mais ça reste ces instruments habituels avec des instruments analogiques, un boucla, une boîte à rythme, plein de choses, quoi. Ça, c'est son instrument habituel. Et à gauche de la scène, il y a cette espèce de monolithe là, qui est ce qu'il a baptisé Jill, donc cet instrument-là qu'on a construit autour du capteur. Vous reconnaissez l'écran qu'on a vu sur l'image précédente, mais ça c'est donc de côté sur la scène, donc quelqu'un qui est à court voit bien l'écran, mais quelqu'un qui est à jardin ne verra pas l'écran, et verra juste ce monolithe qui s'éclaire. Vous voyez qu'en dessous, il y a un sol transparent parce qu'il y a des lumières en dessous qui viennent éclairer au moment où Romain va interagir avec l'instrument pour le mettre en scène. Et c'est pas un détail parce que toute la construction lumière en fait est construite au fil du show. Donc il a fallu aussi que Molécule produise une maquette de tout son show pour la console lumière, pour le déroulé lumière, qui était synchronisé, mais quand même très construit au fil des morceaux. Et donc, il y a cette scénographie. Et ensuite, voilà, au fil des expériences, on s'est rendu compte que, plus ou moins, les gens comprenaient plus ou moins ce qui se passait. Par exemple, la première expérience qui était au 104 à Paris, et qui était l'ouverture de ce projet, qui était prévue pour être l'ouverture de ce projet, les gens venaient voir ce projet, ils venaient voir l'expérience avec le capteur, etc. Donc les gens ont cherché à comprendre et disons pour une moitié de l'assistance, ont réussi à comprendre un peu ce qui se passait. Mais pour le premier concert qui était un concert d'électro, de mémoire c'était à Toulouse au Bikini, eh bien c'était pas du tout clair parce que ces gens, c'était des gens qui venaient voir Molécule, qui venaient voir un show de Molécule et qui s'attendaient pas spécialement ou qui n'avaient pas précisément cherché à venir voir cette technologie. Et donc, ils ont vu qu'effectivement, il y avait un instrument que Molécule était debout devant et qu'il se passait des choses quand ils regardaient, mais on ne savait pas trop quoi. Donc, on a retravaillé, on a pensé un peu plus l'interaction de comment est-ce qu'il prend le temps, à quel moment de son show il prend le temps, comment est-ce qu'on peut adapter la lumière pour le mettre plus en valeur encore, etc. Et puis, il a fallu faire un peu de médiation. Donc, évidemment, puisque c'est Absolute qui a organisé tout ça, qui a orchestré tout ça, et dont le but était de faire parler du projet, il y a des médias qui se sont emmêlés. Ici,
Tsugi, et qui sont venus interroger un peu comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez fait ça. Et en fait, Absolute était suffisamment impliqué dans le projet et friand de cette technologie et de comment ça fonctionnait pour avoir demandé aussi à NextMind, indépendamment la performance, enfin de la construction de la performance, de faire un petit démonstrateur de musique, mais beaucoup plus poussé que ce qu'ils avaient fait initialement dans leur démo, et avec des sons de molécules, mais destinés au grand public. Et donc, ils avaient tout un petit kit avec plein de capteurs qui pouvaient faire tester avant le concert ou autour du concert. Donc, là, vous voyez une interface beaucoup plus rudimentaire où effectivement les cibles déclenchent des sons de molécules, déclenchent des boucles de molécules ou des harmonisations de molécules. Et ils mettaient ça soit dans les salles avant, ils ont même mis ça dans un container en fait, qu'ils ont déplacé au fil des concerts pour aller chercher cette compréhension du public. Voilà, et au final, on a joué. Alors, moi, je ne jouais pas, c'est Molécules qui jouait, mais j'étais quand même sur les concerts en backup. On a joué combien? 6 concerts sur des scènes électro à Marseille pendant le festival Le Bon Air, le Bon Air, au Bikini à Toulouse, et puis à Paris, et puis au Sucre à Lyon. Et donc, on a eu cette contrainte de montage, notamment le plus short, c'était le festival à Marseille, puisque là, le show était à 2h du matin et il fallait monter. Il fallait monter à 14h et que ça tourne à 2h du matin. Donc, la question de la calibration était importante. Je n'ai pas répondu à cette question, d'ailleurs, je m'en aperçois. En fait, finalement, après moult discussions et échanges, finalement, Molécule prenait le temps de faire la calibration au début du concert, dans une espèce de moment de conditionnement un peu religieux, avec une voix qui explique que c'est qui dit calibration, pour que on soit absolument certain que derrière les interactions pendant le concert vont être exactes et tenir le coup. Voilà pour ce que j'avais prévu de vous raconter. Maintenant, il y a tout ce que j'ai pas prévu de vous raconter, mais que j'espère que vous allez demander. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas très bien compris en fait l'interface que visualise Molécule. Absolument. Et la sonorité qui en ressort. Du coup, est-ce que alors la sonorité, je vais pas pouvoir vous faire écouter parce que c'est le son de Molécule. C'est des instruments en fait qui ont été donc des instruments logiciels qui ont été construits par Molécule dans une session live. Et au fil des morceaux, cet instrument évolue, mais on l'entend au tout début quand même dans la vidéo. Je vais essayer de faire le sage. Ça, c'est G. Il y a un autre. Je crois que la vidéo il reste là-dessus. Là, le tam tam tim qui évolue et qui passe à l'octave, etc. Ça, c'est Jill qui joue. Donc ça, c'est un exemple. Mais en fait, selon les morceaux, c'est pas tout à fait la même texture à chaque fois. Ok, donc il fait pas l'économie de son autre dispositif, mais non. C'est intégré. Exactement. C'est un instrument parmi son set. Et l'interface, c'est celle. Alors là, non, là, on voit pas grand-chose. Ah, je peux. Allez, je vous montre. Je l'ai. Quelque part, je l'avais préparé. Enfin, quelque chose qui ressemble, c'est pas tout à fait emballé pareil, mais. Où est-ce que c'est? Parce que, évidemment, je peux lancer l'application sur cet ordi, même si ça va pas donner grand-chose. Elle est là. Ah, oui, évidemment. J'avais oublié ce détail. C'est pas en plein écran. Voilà, ça ressemble à des choses comme ça, avec des cibles. Alors j'espère qu'il va détecter le capteur. Voilà.
avec des cibles qui clignotent comme ça. Et il y a plusieurs pages. Donc il avait aussi une pédale au pied pour passer entre les différentes pages. Et donc il se concentrait sur ces choses-là qui faisaient évoluer le son. Voilà. Oui, j'avais une question. Est-ce que Yann Larsen? Oui, la réponse est oui. Oui. Est-ce que c'est un instrument que Molécule utilise encore aujourd'hui? Alors, on aimerait bien qu'il y ait une suite de tournées. Je suis très content que vous posiez la question. Alors, d'une part, on aimerait bien qu'il y ait une suite de tournées et que ce show, tel quel, puisse avoir d'autres concerts. Ça, c'est une première réponse. Malheureusement, il n'y a pas eu de date au-delà de... Il y a eu... ah si, oui, il y a eu la date en septembre au Solar. Voilà. Mais depuis Solar, il n'y a pas de nouvelle date. Par contre, c'est un projet qu'on a envie de continuer, qu'on a envie de continuer à faire évoluer. Les discussions sont très ouvertes à l'heure actuelle sur comment on continue. Est-ce qu'on continue à explorer ce capteur-là? Est-ce qu'on vient compléter l'instrument avec autre chose? Est-ce qu'on confie cet instrument à un autre musicien qui va pouvoir en faire autre chose? Voilà, les discussions sont ouvertes. Molécule est motivée pour continuer, mais il faut qu'on trouve la bonne direction qui fait sens. Donc, il va y avoir des suites, c'est sûr. On ne sait pas encore lesquelles. C'est en incubation, on va dire. J'ai aussi une autre question. J'ai perdu Larsen. Est-ce que la lumière prend en compte... c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre lumière et son? C'est-à-dire que l'instrument, il est que pour le son, mais est-ce que la lumière vient aussi réagir avec justement cet objet? Alors, à l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'interaction. Dans le sens, si, l'interaction, elle est faite par notre personne qui fait la lumière, qui a construit tout son show, tout son déroulé lumière, sur la maquette, en sachant que Jill va être utilisée, etc. Donc, elle est construite. Mais il n'y a pas d'interaction temps réel avec le capteur. C'est une direction possible. C'est une direction, comme mentionnait Béatrice précédemment, qui a un fort impact sur tout le setup. Parce que ça veut dire échanger des données temps réel avec une console lumière, ce qu'on ne faisait pas du tout à l'heure actuelle. Ça veut dire envoyer du DMX, de l'OSC, du MIDI, on ne sait pas, entre la machine qui reçoit lui et la console lumière, ou un ordi qui est en dialogue avec la console lumière. En tout cas, en termes de dispositifs scéniques, de technique, ça a un gros impact. Ça a été envisagé, et voyant comment c'était déjà compliqué de faire cohabiter tout ce monde-là, pour l'instant, non. Ok, d'accord, merci. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais j'ai l'impression que du coup, le capteur, quand vous l'avez pris au départ, était assez basique. Absolument. Et vous en avez fait quelque chose de très complexe. Mais alors pourquoi ne pas être parti directement vous-même de quelque chose Alors, c'est une très bonne question, et on s'est posé la question, et ça fait partie des pistes évoquées pour l'avenir aussi, de dire, plutôt que de reprendre ce capteur-là qui effectivement est conçu pour être assez basique, est-ce qu'on repartirait pas d'un électroencéphalogramme ou d'une équipe de recherche qui bosse là-dessus? La réponse est dans la question, la réponse est dans la réponse que je viens de donner. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, extraire des choses pertinentes d'un électroencéphalogramme, c'est une question compliquée. C'est une question de recherche scientifique sur plusieurs années. Et du coup, là, dans l'idée de base d'Absolute de faire un show, on n'était pas du tout sur la même timeline, on n'était pas du tout sur le même planning. Pour faire quelque chose comme ça, en partant vraiment des données brutes d'un encéphalogramme, il fallait 4 ans de recherche. Enfin, c'est clair. Il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de choses qui se font en création aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des équipes de recherche à l'IRCAM et ailleurs qui ont qui font cette hybridation avec une application très directe de leur recherche à la musique ou à d'autres arts. Ça reste dans un domaine musical qui est extrêmement expérimental. Ouais, c'est ça, c'est que... Là, c'était pas l'enjeu. Ouais. L'idée, c'était pas d'arriver à un show, et Molécule voulait pas de ça, et c'était très clair aussi pour Absolute, c'était pas d'arriver à un truc où peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, peut-être l'interaction elle sera lisible, peut-être elle sera pas lisible. Ça, c'était hors de question. Donc il fallait partir de quelque chose d'assez robuste, quitte à pousser le cadre, plutôt que de faire l'inverse, parce que l'inverse, le champ des possibles, il est tellement énorme qu'il faut vraiment prendre le temps de raffiner, quoi. Ouais, d'accord, merci.
Moi, c'était une petite question par rapport à comment est-ce que vous avez fait le pont entre les données du capteur du logiciel vers, j'imagine, peut-être Ableton Live. Ouais, ça Est-ce arrive. que, genre, par exemple, vous êtes passé par Max for Live ou Oui. Pure Data ou ce genre de choses? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs briques, mais il y a la brique logicielle que je vous ai montrée, qui est une application Unity faite par NextMind, qui eux récupèrent leurs données brutes. Enfin, en fait, ils utilisent leur SDK dans cette application. Ils nous ont construit l'application comme ils ont construit l'application de la dernière slide pour le démonstrateur grand public. Et cette application nous envoie des données en MIDI et en OSC. Les données MIDI OSC sont récupérées par du Max for Live, qui après fait tout un tas de traitements pour contrôler la session live. Via un protocole de récupération des données. Non, c'est dans Max for Live, donc au final on reste là. Et pour être tout à fait complet, il y a 2 sessions live en fait qui sont synchronisées, une pour Jill et une pour le reste des instruments. Ok. Merci. Qui sont synchronisées en Ethernet, pour le petit détail. Parce que ça marche, c'est plus robuste avec le link Ableton qu'avec de la synchro MIDI, et surtout on a plus d'infos. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question sur l'approche du coup artistique du musicien, c'est-à-dire dans quelle mesure ça a changé sa manière de... Enfin, je sais pas s'il a verbalisé après, mais dans quelle mesure ça a changé sa manière de composer, puisque du coup, il a dû ajuster ses compos, ce croisement entre l'interface, les possibilités, VS, sa manière de travailler. Qu'est-ce qu'il a changé ou pas changé d'ailleurs? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'elle s'est posée en fait tout au long du processus. C'était difficile pour lui au départ d'avoir un instrument qui réagit pas exactement au doigt et à l'œil parce que c'était un prototype et que il y a surtout un certain aléa. Donc ça, c'était quelque chose qu'il a dû apprendre et un peu surmonter, si je peux dire. Et donc ça lui a demandé du travail tout seul chez lui avec le capteur et l'écran à dire ok, là je le contrôle, là j'y arrive pas, pour me refaire remonter éventuellement les bugs. Mais c'était pas que du bug, c'était aussi de l'apprentissage de co-adaptation à ce truc-là. Dans sa manière de composer, ça a impliqué une chose principale, c'est-à-dire il a dû faire un numéro un peu d'équilibriste pour que cet instrument soit absolument central dans son set, mais qu'en cas de gros soucis, le set tienne quand même. Ce qui est compliqué. Parce qu'on n'était pas à l'abri. Il se trouve qu'on n'a eu aucun problème, donc tant mieux, on est super content. Mais on n'était pas à l'abri. Ma première inquiétude, pour être honnête, en technicien, là, si je puis dire, c'était ok, on fait ça avec un capteur Bluetooth. On est 3 dans le studio, ça marche hyper bien. Il y a combien de machines Bluetooth dans la pièce? À tout casser, il y en a une dizaine. Avec 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, 3 téléphones. Ce capteur-là, voilà, on arrive à une dizaine. Ouais, quand on est dans une salle avec 1000 personnes devant, chacun a un téléphone dans sa poche, les interférences Bluetooth, ça existe. La portée n'est pas très longue, mais au moins le premier rang, il peut se passer des choses. Donc, on était dans cet aléa de dire, il faut tenir un fil où c'est central, il faut que ça joue, il faut que ce soit un instrument absolument majeur dans le set. Mais si ça se casse la gueule, il faut qu'il puisse continuer le show. Bon, si ça se casse la gueule, je monte sur scène et je redémarre le truc. Mais n'empêche. Donc ça, c'était une contrainte très importante dans la composition. Et ensuite, ça a voulu dire aussi d'un point de vue plus musical, si je puis dire, ok, moi j'ai mes instruments, je sais construire un set avec ces instruments, je dois construire un instrument en plus. Où est-ce qu'il vient se loger musicalement? Est-ce qu'il fait la basse? Est-ce qu'il fait l'ambiance? Est-ce qu'il fait... Je simplifie, mais à la limite, je simplifie pas beaucoup parce que Molecule construit assez comme ça en disant oui, bah là j'ai mon kick, là j'ai mon truc. Et donc il y a aussi une intégration de dire c'est un instrument en plus qui doit être pertinent par rapport au reste de mon set. Et ça, musicalement, cette discussion-là, elle était hyper intéressante et j'ai pu la voir avec lui aussi dans son set en disant oui, voilà, cette texture-là, là, elle va bien. Parce qu'au-dessus, tu as déjà cette couche, déjà cette couche, et puis tu vas pouvoir déclencher telle chose qui va compléter, etc. Donc il y avait aussi cette chose
d'harmonie, de construction du set, qui est du travail du musicien, hein, de dire il faut que ce soit un instrument qui s'intègre bien, qui soit à la fois reconnaissable, qui évolue au fil de la pièce, mais qui soit bien complété par les autres, quoi. Donc oui, ça a évolué. Et je peux même aller plus loin, même sa manière de jouer sur scène a évolué au fil des concerts. C'est-à-dire qu'au début, le premier concert, il était assez frileux dans les interactions avec Gilles. Il y est allé, il est allé devant Smallville, il s'est placé, il a fait évoluer le son, et puis il revenait assez vite à ses instruments habituels. Et au fur et à mesure des shows où il a pris confiance dans le fait que ça marchait, qu'on entendait les évolutions, le dernier show, il a passé beaucoup plus de temps à triturer Gilles, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que vous savez à quoi correspond Jill? Pourquoi Jill? Alors, je crois, de mémoire, que ça vient de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ok, d'accord. Parce que Monolith. Ok, d'accord. C'est toute la scéno a été un peu, je vais pas dire calquée, mais inspirée par cette chose-là. Ok. Voilà. Merci. On est bon? Pas compris. Au début, vous parliez de déclenchement et après, vous avez parlé d'instruments. Ouais. J'ai pas compris la différence par rapport à l'écran. Ça reste quand même des capteurs de déclenchement. Alors, mais oui et non, dans le sens où on a un peu biaisé le truc. Alors, d'une part, il y a des déclenchements et il y a des informations continues. Il y a les deux en parallèle. On a forcé un peu la main à NextMind pour avoir ça. Donc, il y a à la fois des déclenchements et à la fois du streaming de données continues. Mais même dans les déclenchements, on a un peu louvoyer et affiner les choses parce que finalement, avec ces déclenchements, c'est pas forcément du on-off, ça peut aussi être du balayage, si je puis dire, de plage de valeur. Et donc plutôt vu comme un plus-moins qu'un on-off et du coup affiner des paramètres, sachant que du coup il y a un dispositif, un certain nombre de paramètres qui permet que l'état dans lequel est l'instrument est dur à reproduire exactement le coup suivant. Parce que il y a cette chose d'inertie, un peu de variation des paramètres. Donc, on a poussé les frontières pour que ce soit pas que du on-off. Et cette variation, il la fait comment à l'œil? C'est-à-dire qu'il varie par rapport à l'angle? Non, il se concentre quand même sur les cibles qui font une évolution un peu timée, un peu chronométrée. Et étonnamment, le système réagit assez rapidement quand on vise une cible. Mais quand on détourne le regard pour arrêter de viser cette cible, c'est beaucoup plus lent. Donc il y a tout ce jeu de arrêter de viser ça. Tant qu'on vise, ça va faire évoluer le paramètre. Quand on arrête, ça va le faire arrêter. Mais il y a cette espèce de latence. Si vous visez une autre cible, ça va être quasiment instantané. Si vous regardez juste en bas, en haut, il y a une espèce d'inertie avant qu'ils disent « Ok, non, là, tu regardes plus à cet endroit-là ». Donc il y a cette non-reproductibilité un peu là-dedans. Il y a pas mal d'aléas de ce point de vue-là. J'aurais juste voulu savoir s'il était possible de générer ça avec peut-être l'imagination, au lieu de regarder quelque chose. Alors, c'est une question qu'il faudra poser à NextMind ou à des équipes de recherche sur le cerveau. Je suis assez mal placé pour dire ça. Mais l'imagination, c'est tellement vague. Vous mettez quoi derrière imagination? Imaginer un cercle, par exemple. Alors, donc, c'est pas vraiment de l'imagination. Dans ce cas, c'est de la visualisation mentale, quelque chose comme ça. À l'heure actuelle, c'est pas mon domaine de recherche, donc je connais pas l'état actuel des toutes dernières recherches. Mais ça, c'est une question très compliquée. Parce que ce qu'on capte quand même essentiellement sur le cerveau, c'est des impulsions électriques. Donc, qui viennent de l'œil. Alors là, qui viennent de l'œil, mais on peut imaginer d'avoir d'autres aires du cerveau. Pourquoi pas avec ce capteur-là, mais avec d'autres capteurs, on pourrait imaginer d'autres aires du cerveau. Mais quelle aire est activée quand vous imaginez un cercle? Moi, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a des équipes de recherche qui savent, mais pour ma part, j'en ai aucune idée.
Ça serait juste pour savoir le public, comment il a accueilli toute l'installation. Est-ce qu'ils ont compris directement de quoi il en retournait? Alors, pas directement, et surtout, en général, pas tout le public. C'est-à-dire que à chaque concert, on a eu une proportion de gens qui n'ont rien vu, qui ont dit « Ouais, c'était un super concert ». Ok, merci. On est content, ça nous va. Le but, c'est de faire de la musique, il n'y a pas de souci. Il y a une proportion des gens, la plus grosse partie des gens, finalement, en général, qui viennent dire « Mais alors, qu'est-ce qu'il fait quand il est face à son écran? Là, on entend bien que ça varie un truc, mais qu'est-ce qui se passe etc. » Voilà. Et une proportion de gens qui comprennent effectivement qu'il y a une interaction dans le sonore, qu'ils se concentrent sur des cibles ou sur l'écran, ils ne voient pas forcément les cibles, l'idée n'était pas qu'ils les voient, donc voilà, mais qui se concentrent visuellement et que cette concentration visuelle fait varier telle ou telle chose dans le son. Après, les proportions étaient différentes selon les concerts, vraiment. Selon les concerts, pour deux raisons, parce que c'est pas le même public dans un festival et confiné au 104 dans une soirée d'ouverture, c'est pas Romain Molécule l'a pas joué de la même manière à tous les soirs de concert. Et donc il y a des fois où les interactions étaient vraiment plus explicites que d'autres. Typiquement, en général, l'ouverture, elle se fait que avec Jill dans ce concert, et quand il passe vraiment 10 minutes à moduler le son de Jill, eh ben on comprend beaucoup plus vite, on comprend le système pour toute la suite du concert, si je puis dire, alors que quand il passe assez vite sur cette intro, et ben la suite, une fois qu'il y a d'autres instruments, c'est plus difficile à percevoir. Donc ça a modulé en fonction du type de public et en fonction de comment Molécule l'a joué. Globalement, voilà, il y avait trois parties de personnes, et d'où la médiation aussi dont je parlais, et en général, qui s'est plutôt bien passée, dans le sens où, je ne veux pas dire que les gens ont forcément compris à la fin, mais ils ont vu l'intérêt, en général. Donc ça, c'est chouette. Merci. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à vous pour vos questions intéressantes, j'ai l'impression. Et puis merci surtout à Benjamin pour cette présentation.